Are you getting a TV picture now, Houston? From Salut à tous, chers auditeurs du Flux Capacitor, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très heureux de vous retrouver pour partager à nouveau cette petite heure de musique rock en votre compagnie. Et bonne année, tout ça, bien entendu. Voilà, un épisode qu'on ouvrait avec le groupe Flat Duo Jet, c'est le titre My Life, My Love, extrait de leur album éponyme sorti en 1990 chez Doggone Records, un label obscur de la fin des 80s et début des 90s basé à Athens, Georgia. Un groupe qui fait partie des références psychobilly, blues, rock'n'roll, adulé notamment par Jack White, qu'on ne présente plus bien sûr. Alors ils se forment en 83 à Carrboro, une petite ville de Caroline du Nord, et finissent leur carrière à l'aube des années 2000. Le guitariste-chanteur Dexter Romweber a baptisé d'ailleurs ce groupe en référence à Gene Vincent, et plus particulièrement à sa guitare Gretsch Duo Jet, même si pour sa part Romweber joue systématiquement sur une Silvertone, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur quelques vidéos YouTube. Je vous invite à aller visiter quelques pages où vous trouverez assez facilement des lives. Voilà, leur discographie s'inspire très largement des pionniers du rock 50s,
Et parmi les labels qui produiront leurs albums, on retrouve notamment Norton Records ou encore plus récemment Third Man Records, le label de Jack White justement, ce dernier l'ayant invité d'ailleurs à participer en 2009 à l'enregistrement de quelques morceaux blues des années 30. Voilà, donc c'est toujours un plaisir de se replonger dans leur musique et j'avais envie d'ouvrir ce nouveau Flux Capacitor avec un peu d'authenticité et de rétro. C'est chose faite et cela nous conduit à la suite, dans un tout autre registre, puisqu'on va partir du côté de Cincinnati, Ohio, en 1993 pour retrouver le groupe Afghan Wigs et leur magnifique morceau intitulé Gentleman. Et ce sera suivi de Burning Airlines avec le titre Crowned. Donc je vous retrouve après pour parler de ces deux groupes.
bright light shows everything. Bright light shows everyone. Burning Airlines à l'instant avec le titre Crowned, extrait de l'album Mission Control sorti en 1999 chez De Soto Records, un label fondé en 89 par Bill Barbot, le compère guitariste et bassiste de Jay Robbins, respectivement au sein de Burning Airlines et du groupe Joe Box. Donc Jay Robbins qu'on retrouve aussi bien sûr chez Burning Airlines. Pour retracer leur histoire, il faut remonter à l'époque Joe Box justement, où Robbins, Barbot et le batteur aussi, le batteur Peter Moffett, précédemment dans le groupe hardcore Government Issue, et plus tard dans l'excellent groupe Hool, dont on parlera probablement dans un nouvel épisode, se mettent tous les trois à jammer ensemble à la fin des 90s et créer ce side project qui porte le nom d'un morceau de Brian Eno. Ils sont tous originaires de Washington et font partie de cette mouture rock incontournable de la capitale américaine dans les 90s. Donc Burning Airlines sort 2 LP un peu en parallèle pour le premier de la carrière de Joe Box. Donc Mission Control sort en 99, puis Identikit en 2001. Et c'est d'ailleurs lors de la tournée de ce dernier album, Identikit, que plusieurs clubs et salles de concert leur refusent certaines dates en raison de leur nom. En effet, à l'époque, les États-Unis sont encore, et même d'ailleurs complètement sous le choc des attentats du 11 septembre, parce que ça intervient la même année, et évidemment avec un nom pareil, c'était couru d'avance qu'on leur dise non, arrêtez vos conneries, on vous fait pas jouer tout simplement. Donc on leur suggère de changer de nom. Cependant, ils décident de ne pas se plier à cette demande et de garder le nom Burning Airlines, même si quand même l'idée de se rebaptiser leur traverse l'esprit. Donc c'est en 2002 que le groupe split subitement, non sans laisser derrière lui ces 2 albums extraordinaires, tous aussi bons d'ailleurs que ceux de Joe Box, que j'apprécie aussi. On notera aussi la sortie d'un split album avec At the Drive-In en 2000, et également une collaboration avec le groupe Braid un peu plus tôt. Voilà, donc juste avant Burning Airlines, il s'agissait d'Afghan Wigs avec le morceau Gentleman, extrait de l'album du même nom sorti en 1993 sur le label Elektra. Alors là, j'avais très envie de vous le diffuser parce qu'à ma connaissance, et vous pourrez d'ailleurs me dire si je me trompe, mais je pense ne pas avoir encore diffusé d'Afghan Wigs dans cette émission dernièrement, en tout cas dans les épisodes que j'ai pu faire dans les dernières années. J'ai pas le souvenir, peut-être dans les tout premiers. En tout cas, ce morceau-là, j'ai pas le souvenir de l'avoir diffusé. C'est un groupe qui m'est assez cher. Afghan Wigs débute sa carrière à Cincinnati en 86. On y retrouve Greg Dully, au chant et à la guitare. Rick McCollum, donc le guitariste, le lead guitar, si vous voulez. John Curley à la basse notamment, et à la basse d'ailleurs le groupe, ce groupe rock en fait s'inspire des Replacements et joue dans un garage ni plus ni moins, comme beaucoup de groupes
de l'époque de la fin des 80s. Ils vont arriver en plein air grunge et se faire un nom en associant leur musique à quelques touches, parfois rhythm and blues, parfois même new wave, n'hésitant pas parfois à brouiller les pistes. Et d'ailleurs c'est ce que j'aime chez eux, c'est cette capacité à se renouveler, à explorer, à expérimenter, tout en restant fidèle finalement à ce son 90s si typique. Gentleman en est un parfait exemple, et c'est aussi l'album qui leur permet de signer sur une major à l'époque. Donc Greg Dulli, donc le chanteur-guitariste, est d'ailleurs aussi le producteur de ce disque fantastique. On lui doit cette esthétique assez romantique, ténébreuse parfois et précieuse qu'on retrouve tout au long de l'album. D'ailleurs le bonhomme ayant fait des études de cinéma plus tôt, il incorpore aussi toujours ce savoir-faire et ce goût pour la mise en scène dans les clips du groupe notamment. Je vous invite à ce titre à visionner le clip de Gentleman sur YouTube qui est assez bien foutu. Les Afghan Weeks se séparent en 2001 et à l'époque Dulli ne cesse d'affirmer dans la presse qu'ils ne se reformeront pas, mais finalement c'est en 2012 qu'on les voit réapparaître à notre grande surprise. En tout cas un groupe à retenir qui malgré son passage chez Sub Pop, qui est évidemment à l'époque très marqué par le grunge, a su sortir du lot et nous proposer des disques brillants tout au long de leur carrière. Voilà. Bien, cette fois-ci on repart sur 2 morceaux. On va s'immerger dans des choses assez différentes. Le premier ce sera 1747 par Sunny Day Real Estate. Et le second, ce sera Obsessed with Falling par Swearing at Motorist. On en reparle juste après. Myself in you.
sometimes think I live in. You don't know what I do. To be needed, step up to the land. It's such a long way down. Nightmares go away. Let's see who can climb. Vanish to my room. Pathetic state of self-exile. My best friends have taken. Will you come release me? Such a lovely view. I'd rather see you dance. Is that too much to ask for? It's such a long way down. I lay awake at night and I pray to hear your laugh. All I get is the traffic noise outside my window. I think I'm fading fast. Step up to the ledge. Let's see who can fly. Swearing at Motorists à l'instant avec le titre Obsessed with Falling, extrait de leur premier album éponyme sorti en 1995. Un groupe encore actif d'ailleurs aujourd'hui qui a exploré pas mal de registres rock depuis leur début. Il s'agit à l'origine d'ailleurs d'un duo formé par Dave Doffman, guitariste chanteur, et le batteur Joseph Sewinski à Dayton, Ohio en 1994. À noter d'ailleurs que le batteur pressenti au tout début était Don Thrasher, qui a finalement rejoint les rangs de Guided by Voices, autre groupe fameux de Dayton, qui connaissait déjà une certaine notoriété dans le rock des 90s bien sûr. D'ailleurs on retrouve en fait cette filiation dans leurs prestations scéniques et des similitudes avec les shows acrobatiques de Robert Pollard et Guided by Voices. Référence que Swearing at Motorists ne cacheront jamais et ne nieront pas bien sûr, surtout dans cet album. La surenchère de spectacles à grand renfort de danse dégingandée, d'arrachage de cordes, de guitare en plein morceau et de sauts hors de scène faisait aussi partie de leur gimmick. Alors pour ma part, je suis moins fan de leur dernière production, pour les avoir un peu survolées. Je trouve plus classique et convenu qu'à l'époque évidemment, mais il faut reconnaître que ce premier album est très agréable à parcourir, sans prise de tête, pop et lo-fi, tout ce que j'aime, tantôt acoustique et mélodique comme avec le morceau qu'on vient d'écouter, tantôt plus rock'n'roll. Et pour l'anecdote, Dave Doffman, donc le chanteur-guitariste, avait mis au défi à l'époque où les White Stripes commençaient à émerger, à se faire connaître. Il les avait mis au défi en leur proposant un concours du meilleur show. Défi resté sans réponse de la part de Jack et Meg White. Dommage d'ailleurs parce qu'on aurait bien imaginé quel plaisir foutraque ils auraient eu à partager ce moment ensemble. Voilà. Juste avant Swearing at Motorists, c'était Sunny Day Real Estate avec leur chanson 47 et non 1747 comme je l'annonçais en présentation du titre. Extrait de l'album Diary sorti en 1994 chez Sub Pop.
qui est aussi d'ailleurs le premier album du groupe, donc on peut faire plus mal que de sortir un premier disque sur ce mythique label. Et je n'apprends rien à personne en disant que Sunny Day Real Estate fait partie, aux côtés de Jimmy Eat World bien sûr, des pionniers de l'emo rock des 90s. On y retrouve bien entendu Nate Mendel et William Goldsmith qui rejoignent les Foo Fighters peu de temps après, ce qui créera d'ailleurs pas mal de tensions entre chaque membre de ce groupe et aboutira finalement à une première séparation en 95, juste après le deuxième album. Oui, parce que ce groupe a une histoire assez peu commune. Ils se sont séparés 2 fois, reformés successivement en 97 puis 2009, avec des changements de line-up permanents, donc un vrai bordel. Moi j'ai privilégié l'album des Jours Heureux, donc celui qui les a fait vraiment connaître au grand public, et également celui qui reste un des plus gros succès du label Sub Pop, un 7e meilleure vente et soyons clairs, une pierre angulaire de l'emo rock, comme on disait à l'époque. Et qui plus est, je n'en avais jamais diffusé dans le Flux Capacitor jusqu'à maintenant, donc voilà, l'erreur est corrigée. Allez, c'est reparti cette fois donc avec Seaweed et leur morceau Recall, et ce sera Poulet avec le titre If. What
Et voilà, If, le titre de Poulet à l'instant, extrait de l'album 60 Cycle Hum, sorti en 97 chez Epitaph Records, qui est quand même, on va dire, la référence punk rock pour tous les groupes des années 90 jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, Poulet, donc, ou Pelé, je sais pas trop comment on le prononce très honnêtement, est un groupe incontournable de cette scène-là. Ce titre-là, je l'ai trouvé plus particulièrement sur une compile qui s'appelait Punkorama, voilà, qui était assez célèbre d'ailleurs en son temps à sa sortie. Poulet, qu'en dire en fait, si ce n'est que c'est vraiment un groupe qui a plutôt bien fonctionné en fait dès le départ. Originaire de Simi Valley en Californie, on y retrouve donc des membres de Ten Football, si je ne me trompe pas, je crois que c'est on retrouve l'ancien chanteur, donc Radinsky, qui est aussi, pour l'anecdote, un joueur de baseball très renommé. Donc voilà, moi j'ai appris ça justement en grattant un petit peu sur cette émission, en allant voir un peu leur bio, qui a joué dans la ligue majeure de baseball et notamment avec les White Sox de Chicago, donc, ou les Indians de Cleveland par exemple. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. On le ressent dans leur musique d'ailleurs, hein, ce côté très sportif, très rentre dedans, mais toujours très franc du collier et carré quoi. Moi j'apprécie en fait ce genre de musique, de temps en temps ça remet les pendules à l'heure. Et cet album tout particulièrement que je vous invite à écouter, qui est disponible assez facilement sur YouTube hein, évidemment, mais que je vous invite à vous procurer. Je ne l'ai pas personnellement, effectivement j'ai pioché le titre comme je vous disais sur une compile. C'était l'avantage de l'époque des 90s, c'est effectivement qu'on trouvait beaucoup de sampleurs comme ça, de CD sampleurs, notamment chez Roxanne, et merci pour ces belles découvertes de groupes punk rock qui officiaient justement à la fin des années 90, et c'était du très bon. Pour la plupart c'était vraiment du très bon. Alors on les rangera aussi dans la case skate punk, hardcore mélodique, voilà, vous les mettez où vous voulez. Pour moi c'est simplement du punk rock. Et j'apprécie vraiment ce chant de Scott Radinsky, j'apprécie ce jeu très très ciselé en fait, hein, qu'avait ce groupe à l'époque, qui a continué quand même hein, dans les années 2000. Hein, le dernier album sorti était en 2016, s'intitule No Change in the Weather. Ils ont sorti 2 albums dans les années 2000, un premier en 2001, un deuxième en 2004. Mais je ne sais pas réellement s'ils se sont séparés depuis. Toujours est-il qu'ils sont restés actifs quand même un certain temps, et restent une bonne référence aujourd'hui encore, aux côtés de groupes comme NoFX, comme Green Day, comme des groupes comme ça, voilà, qui sont devenus vraiment des fers de lance et des grosses machines. Poulet est plus confidentiel, mais on appréciera justement ce petit côté un peu indépendant par rapport aux grosses scènes punk rock californiennes. Juste avant, il s'agissait du groupe Seaweed avec le titre Recall, extrait de l'album Week, sorti chez Sub Pop. On y revient encore une fois. En cette merveilleuse année 1992. Alors Seaweed, un groupe bien évidemment connu des amateurs de grunge, puisqu'ils ont officié dans l'ombre de Nirvana, de Mudhoney ou encore Soundgarden pendant des années. On n'en parle pas assez, on les retrouve sur le documentaire Hype, dont j'avais déjà parlé dans cette émission, que je conseille bien évidemment parce que ça reste, je pense, le meilleur documentaire sur la scène de Seattle dans les 90s hein, essentiellement. Mais on fait quelques petits retours dans les années 80 aussi, où on y aborde notamment l'ère grunge et puis tout ce qui en découle, même jusque dans la mode et les fringues. Seaweed, j'aime beaucoup parce que il y a ce côté un peu... on revient un petit peu à ce côté indépendant, underground, voilà. J'aime bien les seconds couteaux. Et ils en font partie, même s'ils ont eu quand même un succès notoire aux États-Unis. Ils ont peu tourné finalement à l'extérieur du pays. Ils ont quand même fait une petite tournée, on notera, au Brésil avec le groupe de punk rock Garage Fuzz. Ils ont accompagné sur les scènes Mudhoney, on en parlait tout à l'heure, Sam I Am, Jawbreaker, Superchunk, ce genre de groupe. De nombreuses tournées également avec Bad Religion, avec Green Day,
voilà, ou Candlebox. Et là je reprends, merci Wikipédia, la liste des groupes avec qui tournait Seaweed et avec qui ils avaient pour habitude de partager la scène, voilà, de partager l'affiche lors de nombreux festivals. On retrouve justement dans ce documentaire Hype quelques prestations scéniques. J'ai le souvenir d'une prestation donc dans un stade à moitié vide presque d'ailleurs, où il joue avec un temps pourri, voilà, vraiment le temps qu'on peut retrouver autour de Seattle finalement. Ça a une connotation très mélancolique pour moi, Seaweed, hein, je sais pas pourquoi. Il y a un côté à la fois sautillant et presque, on dirait, on les a affiliés d'ailleurs au hardcore punk, à juste titre, hein, pour certains morceaux, mais il y a un côté, je sais pas, il y a un côté mélancolique pour moi dans leur musique, et puis ça me rappelle beaucoup cette époque où je découvrais le grunge tout en regardant quelques épisodes de X-Files qui se passaient à Vancouver, avec ce temps très maussade, quoi, très pluvieux, voilà. Je voulais vraiment vous diffuser un titre de cet album que je n'avais pas diffusé jusqu'à maintenant dans l'émission, puisque ma préférence va plutôt à l'album qui lui succède, donc 4, sorti en 1993 également chez Sub Pop. Voilà, je suis ravi en tout cas de vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas Seaweed, donc n'hésitez pas surtout à aller découvrir ce groupe, et peut-être en ouvrant cette découverte par l'album 4, justement, qui me semble être le meilleur pour explorer cette ambiance, voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de les rediffuser. On en reparlera probablement dans d'autres émissions, et on va continuer avec un groupe que je ne connaissais pas du tout jusqu'à il y a quelques semaines, qui pourtant visiblement est une référence, hein, voilà, aux côtés des Replacements, qui était signé chez Sire ou même sur la Major Warner. Il s'agit de Bash & Pop, un groupe de rock alternatif originaire de Minneapolis. Voilà, et j'ai trouvé donc un titre sur une des compiles du merveilleux blog I Hate the 90s. Le titre c'est Never Am to Please, donc on en parlera bien évidemment après le morceau, et ce sera suivi donc de Peter Case dans un autre registre plus acoustique avec le titre Getaway Blues, extrait de l'album Let Us Know Praise Sleepy John, sorti en 2007. On s'écoute ça et on en parle juste après.
station for my troubled eyes. I walk to the station for my troubled eyes. Won't ask that agent, had that train been gone? I look down the track, see that in the bend. Look down the track, I see that in the bend. I walk, bought me a ticket, or offered me my friend. Told her, come on woman, let us board this train. I said, come on woman, let us board this train. Ride a while we get away from your man. Woman, you tell me, do you wanna go? Woman, you just tell me, do you wanna go? I'll take you somewhere you've never been before. Then I'll give you silver, give you paper and gold. I'll give you silver, give you paper and gold. I'll give you anything for your worry soul. Woman, if I don't love you, I don't love myself. Woman, if I don't love you, I don't love myself. You did something to me, I ain't tell nobody else. Get away from this answer. Peter Case à l'instant avec le morceau Getaway Blues extrait de l'album Let Us Know Pray Sleepy John sorti en 2007 sur le label Yep Rock Records, label basé en Caroline du Nord et qui compte parmi ses signatures notamment Nick Lowe, Paul Weller, Apple in Stereo, Gang of Four ou encore Chuck Prophet, des choses assez différentes, mais je vous invite à découvrir le catalogue qui est plutôt intéressant. Alors pour revenir à Peter Case, moi je l'ai découvert justement avec cet album, on va dire en tant que singer-songwriter, parce que Peter Case a commencé sa carrière bien avant, dans les années 70, avec des groupes comme les Nerves, bien sûr, avec aux côtés de Paul Collins, ou encore les Plimsouls. Donc voilà, à l'époque il s'agissait plutôt d'une sorte de punk, power pop hybride, à la fois teinté de Big Star et de Ramones presque. Voilà, donc on avait un petit peu ce mélange en fait des genres qui était assez intéressant et qu'on peut retrouver d'ailleurs, je me permets de faire la petite parenthèse parce que je l'ai juste devant les yeux, sur une compile Nuggets. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller fouiner dans les compiles, les magnifiques compiles Children of Nuggets, donc j'ai un coffret en l'occurrence qui concerne essentiellement l'ère power pop punk de 1976 à 1996, donc on y retrouve quand même pas mal de choses plutôt récentes d'ailleurs, des choses que je pourrais diffuser dans le Flux Capacitor comme les Posies par exemple, et donc les Nerves et les Plimsouls qui étaient un peu les pionniers finalement de ce rock assez énergique, empreint de mélodies power pop. Voilà, Peter Case, donc à découvrir surtout, n'hésitez pas, les albums solos sont magnifiques. Celui-ci est sans doute mon préféré, mais on en compte quelques-uns précédemment qui valent vraiment de l'or, et notamment dans la discographie de Peter Case, j'étais en train de regarder justement à l'instant, je vous invite à découvrir par exemple l'album Full Service No Waiting, qui est sorti en 98, qui est aussi celui que j'affectionne avec le dernier, donc de 2007, celui dont je vous parlais, qui n'est pas le dernier d'ailleurs, je suis en train de vous dire des bêtises puisqu'il y en a eu deux autres de sorties depuis.
donc en 2010 Wig sur Yep Rock encore, et un dernier en 2015 que je ne connais pas du tout, HWY62 sur le label Omnivore. Donc voilà, à découvrir, pourquoi pas. En tout cas, Peter Case, c'est toujours plutôt de très bonne facture. Voilà. Juste avant Peter Case, c'était un groupe alors, que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, qui s'appelle Bash and Pop, qui visiblement a marqué quand même son temps avec des morceaux très replacements-like, on va dire. Voilà, parce que vous avez bien entendu ce morceau, on a une très forte influence justement de ce rock de Minneapolis, et ce côté très Paul Westerberg, voilà, dans le traitement des guitares, dans la voix, etc., dans la façon de chanter. Alors, faire l'affiliation directe avec les Replacements, c'est pas complètement idiot, puisqu'effectivement on retrouve donc un groupe qui est originaire finalement de la même ville, donc du même bain, hein, finalement. Mais il y a quand même un petit truc différent chez Bash and Pop, et c'est justement ce côté pop, justement. Voilà, les Replacements sont clairement plus dans dans une démarche un peu punk, finalement, et Bash and Pop, pour avoir parcouru les quelques titres que j'ai pu entendre, est peut-être plus accessible, je dirais, directement par le grand public. Donc ils sortent 2 albums studio, le premier donc en 93, Friday Night is Killing Me, dont est extrait ce morceau, donc morceau qui s'intitulait, je le rappelle, Never Aim to Please, et donc pour revenir à leur discographie, alors il s'agit donc d'un groupe qui a sorti 2 albums, donc le premier en 93 et le deuxième en 2017, donc ça peut paraître très bizarre. Peut-être un coup marketing, j'en sais rien, puisque finalement le groupe était signé quand même à l'époque sur de gros labels comme Sire, et c'est le cas pour ce disque, mais également chez Warner. Donc peut-être un versant mainstream des Replacements, même si ceux-ci quand même avaient un certain succès déjà à l'époque. Je pourrais pas vous en parler vraiment dans les détails, puisque je le découvre en même temps que vous, presque. Si vous êtes plus averti que moi sur ce groupe-là, je vous invite à me faire parvenir quelques infos. Je sais simplement qu'il y a eu deux périodes pour ce groupe-là, une période 92-94 qui fut très furtive, dans laquelle on retrouve donc au chant guitare Tommy Stinson. Tommy Stinson qui lui aussi a quand même sa petite page Wikipédia, hein, qui a notamment joué, qui a ouvert pour Tom Petty et les Heartbreakers, qui est associé à pas mal de choses autour des Replacements et de Paul Westerberg, évidemment. Voilà, donc un type qui visiblement s'est associé également aux Guns N' Roses, enfin des choses assez différentes, mais qui n'a pas hésité à changer son fusil d'épaule. Donc une biographie assez riche, que je n'ai pas eu le temps d'explorer dans sa totalité, mais en tout cas, je vous invite à découvrir Bash and Pop. C'est quand même très sympathique pour quelqu'un qui apprécie comme moi toute cette période Replacements, et d'ailleurs ce qui suit après, hein, avec Paul Westerberg en solo. Voilà, Bash and Pop, un groupe découvert encore une fois sur le blog I Hate the 90s, voilà, qui répertorie un certain nombre de compiles, plutôt par genre ou alors par thématique. Là en l'occurrence une compile un petit peu fourre-tout, dans laquelle j'ai pu trouver à la fois des choses très punk rock, très power pop, folk, voilà, un petit peu de tout. Voilà, on arrive au bout de cet épisode du Flux Capacitor. Je suis ravi d'avoir passé cette petite heure avec vous. On se retrouvera le mois prochain, comme je vous l'ai dit, donc tous les mois il y aura une nouvelle playlist dans laquelle on explorera donc tous ces disques cachés des années 90 et des choses peut-être un peu plus connues, hein. Bon, certains auront reconnu certains albums qu'ils ont dans leur discothèque, probablement, puisque je m'adresse quand même majoritairement à des aficionados des années 90 et du rock en général. Mais je voulais quand même terminer cette émission en vous remerciant de l'avoir suivi déjà,
Et puis avec un petit hommage à Mark Kedz, donc le chanteur du groupe Senseless Things, qui nous a quitté le 11 janvier dernier. Donc on va s'écouter un titre extrait de l'album Postcard CV, qui, si je ne m'abuse, est le premier album du groupe sorti en 89. Le titre, ce sera Drunk and Soppy. Pour faire bref, Senseless Things, c'était tout simplement aux côtés de Mega City 4, le groupe incontournable de punk rock du Royaume-Uni de cette fin des 80s, début 90s, qui aura influencé notamment des groupes comme les Dove Boys, dont on parlera probablement dans une prochaine émission. Voilà, un groupe qui m'est cher, voilà, que je voulais vraiment diffuser dans cette émission, puisque c'est vrai que j'en avais parlé il y a bien longtemps. J'avais laissé ça de côté et puis finalement je me suis replongé dans leur discographie et ça fait toujours du bien. Donc on va se quitter avec Senseless Things et donc ce titre. J'espère que vous aurez passé un excellent moment. En tout cas, je vous remercie et je vous dis donc au prochain, à la fin du mois de février. Et vous verrez, il y aura peut-être une petite surprise, un invité. On en reparlera de toute façon un petit peu sur les réseaux. N'hésitez pas surtout à m'envoyer des messages si vous avez des suggestions pour un prochain épisode. Voilà, je suis preneur, il n'y a aucun souci. Tout est bon à prendre et j'explorerai avec volontiers votre playlist ou les conseils que vous pourrez me donner. Merci beaucoup et je vous dis à plus tard. Salut.